Ok, alors donc la dernière fois Patrick Sam nous a parlé du théorème de Korovkin et ses applications. Il a aussi des variantes et ces variantes ont aussi des applications. Donc c'est de ça dont je voulais parler. Alors d'abord je vais faire un tout petit résumé, non, en fait pas si petit, de ce qu'il a raconté la dernière fois. On partait d'une fonction f qui était continue de 0,1 vers R et des opérateurs positifs sur cet espace. Ça, c'est un espace vectoriel. Des opérateurs, c'est juste des endomorphismes. Et positif, ça veut dire qu'ils transforment une fonction positive en une fonction positive. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils sont croissants. Alors, là, comme on a une fonction continue sur un compact, on pense immédiatement au théorème de Hein. Le théorème de Hein, il va nous dire quoi? Si je prends pour état positif O de état égale le sup de f de x moins f de y en valeur absolue, lorsque x moins y est strictement inférieur à état en valeur absolue, eh bien cette fonction O de état tend vers 0. D'abord, elle existe bien, elle est bien définie, et quand état tend vers 0, elle va tendre vers 0. Bon, alors maintenant, la preuve du théorème de Korovkin dépend vraiment d'un point de départ qui va globaliser les deux cas, si x moins y est inférieur à état et si x moins y est supérieur à état. Ben, si x moins y est inférieur à état, eh ben, d'après ce qu'on a vu, on a un majorant, c'est ce O de état pour f de x moins f de y. Mais qu'est-ce qui se passe si x moins y est supérieur à état en valeur absolue? Eh ben, f de x, f est forcément borné, donc f de x moins f de y est borné par 2, bon ça ce sera le majorant de f sur x sur 0,1, et étant donné que x moins y est supérieur à état, eh ben on écrit x moins y carré sur état carré. Alors, bah oui, ça va être évidemment supérieur à 1, et donc ça, ce qui est inférieur à ça sera a fortiori inférieur à ça. Et donc, dans les deux cas, quelque chose qui globalise les deux cas, on va avoir que ceci est inférieur à ça, plus ça, parce que ça, tout ça, c'est positif. Alors, pourquoi on a choisi cette fonction? Eh bien, cette fonction, elle a l'avantage de tendre vers 0 quand x égale y, a l'avantage de se développer de façon agréable, et maintenant, on le développe et on va regarder ça de façon fonctionnelle. On regarde ça comme fonction en x avec paramètre y. Et E0, c'est la fonction 1. E1, la fonction x donne x. C'est ça la fonction x donne x2. Ce qui va faire que on peut réécrire cette inégalité comme ceci. Alors, je ne vais pas refaire tout ce qui a été fait, mais en gros, on suppose que l'opérateur UN en EI pour I égale 0, 1 et 2, donc juste trois fonctions, convergent uniformément vers la fonction EI, hein, quand n tend vers plus l'infini, et rien qu'avec ça, on a une rigidité extraordinaire, ce qui fait vraiment la beauté du théorème de Korovkin, et qui va faire que f, UN de f, va converger vers f, uniformément. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, bon, ça se fait à partir de là, hein, donc on utilise ici la positivité de UN pour dire que la valeur absolue de UN de f est inférieure à UN de la valeur absolue d'une certaine fonction, ici, et ensuite, on applique le fait que UN est un opérateur, et on fait tendre n vers l'infini, et on va tomber sur inférieur à O de l'état. Mais ça, Patrick Sam l'a fait la dernière fois très très bien, pour montrer que c'est égal à 0. Je veux surtout vous montrer une variante. La variante, c'est la suivante. Soit f, maintenant, c'est un peu plus compliqué que l'intervalle 0,1, parce que f va être continu, bien sûr,
mais de R, dans R, mais périodique de période de pi. Ce qui va faire que le côté périodique de période de pi, il faudrait faire de la topologie sur un quotient. Mais ça, bon, on ne va pas faire de la topologie quotient, on va être raisonnable, on va faire de la topologie quotient, mais quand même sur R, hein, sur des espaces qu'on connaît bien comme des intervalles de R. Alors, regardez la nuance entre ça et ça, c'est qu'on va prendre pour O de état la fonction sup, comme il y avait une fonction sup ici, de valeur absolue de f de x moins f de y, toujours pareil, mais cette fois-ci, on a deux cas, soit x moins y en valeur absolue est inférieur à état, soit x moins y est supérieur à 2pi moins état. J'ai pris x et y entre moins pi et pi, ce qui va faire que, si vous regardez bien, ben, soit x et y sont vraiment proches, soit ils sont proches, mais parce qu'ils sont proches modulo de pi, vous voyez? Et c'est ce qu'exprime cette autre possibilité. Donc cette fois-ci, c'est plus comme si on avait un intervalle tout plat, on a un intervalle qui se reboucle sur lui-même, et il y a deux façons d'être proche. Soit d'être proche, bah oui, parce qu'on est proche dans l'intervalle, soit d'être proche parce qu'on est proche des bords, et donc finalement, comme on est modulo de pi, bah, on finit par être proche. Voilà. Donc ici, on a ce O de état. Bah, le théorème de Hein, finalement, nous dit, quitte à prendre f sur le compact, juste, parce qu'on ne va pas faire un théorème de Hein sur R, mais on peut le prendre sur un compact assez grand. J'exagère, évidemment, je prends moins 3pi pour avoir beaucoup de marge, mais je vais avoir une formule de Hein sur ce compact. Donc, quel que soit epsilon, x moins y est inférieur à état, implique que f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur à epsilon. Et là, je regarde ma fonction sur quelque chose d'assez grand, j'applique mon théorème de Hein là-dessus. Ça va faire que maintenant, si je reprends mes x et y entre moins pi et pi, là ici, si x moins y est inférieur à état, donc on est dans ce cas-là, bah, ok, ça marche, mon théorème de Hein, il marche. Mais si on est dans le second cas, donc si on est dans le cas ici, où c'est supérieur à 2pi moins état, alors, bon, on peut toujours supposer que c'est x qui est plus grand, hein, sans perdre de généralité. On a x moins y supérieur à 2pi moins état, et ça nous fait y plus 2pi moins x est strictement inférieur à état. Donc, maintenant, ça me fait f de y plus 2pi moins f de x est inférieur à état, en appliquant mon théorème de Hein sur quelque chose d'assez large, mais comme f est périodique de période de pi, je retrouve ceci. Donc, moralité, maintenant, O de état continue à tendre vers 0, même si j'ai changé un petit peu mon O de état, avec une autre notion de proximité, parce que je suis dans un intervalle modulo de pi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, je vais avoir non pas deux cas comme j'avais ici, mais bien trois cas. Le cas où x moins y est inférieur à état, le cas où x moins y est supérieur à 2pi moins état, et le cas où x moins y est compris entre les deux. Voilà. Alors, maintenant, dans les deux premiers cas, on a notre fonction O de état qui va jouer le rôle du premier terme de Korovkin. Maintenant, pour le second cas, on va avoir 2 fois le max de f, parce que f possède bien sûr un max, mais multiplié par quoi? Eh bien, ici, regardez, je vais prendre cette fonction-là. Parce que, regardez la fonction cosinus, elle est comme ceci, elle descend là, ici, elle fait ça, et vous prenez état ici, ici vous avez 2pi moins état, et quand vous êtes entre état et 2pi moins état, donc comme ça, et bien le cosinus est plus petit. Donc ici, j'ai bien
ceci, et ce qui va faire que 1 moins cosinus x moins y sur 1 moins cosinus θ est supérieur à 1, ou égal à 1. Et exactement, cette fonction va jouer exactement le même rôle que la fonction x moins y au carré sur θ carré. Dans le sens que si x est égal à y, on va obtenir 0. Dans le sens que c'est supérieur à 1, donc je vais encore avoir mon inégalité. Et dans le sens aussi que ça se développe bien. Regardez comme ça se développe merveilleusement bien. Ici, je vais avoir 1. D'accord? Je regarde juste ça, 1. Je l'appelle f0. Ici, je regarde ça comme fonction en x. Je vais regarder f1 égale cosinus x, donc moins cosinus x, cosinus y, moins sinus x, sinus y. Donc, j'avais 3 fonctions, 1, x, x2, mais là j'ai 3 fonctions, f0, donc 1, cosinus x, sinus x. Et la variante repart. En fait, on se rend compte, si on regarde bien les choses, on n'a pas que un théorème de Korovkin, on a une théorie de Korovkin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un type de fonction sur un compact, on va pouvoir inventer des fonctions qui vont nous permettre de vérifier que certains opérateurs, attention, positifs, ici, convergent uniformément vers la fonction. Alors, là, effectivement, on arrive au théorème de Fégère. Le théorème de Fégère dit quoi? Il dit que si f est continu, donc là, je dis que j'ai un théorème de Korovkin, hein, d'abord. Hein. Oui, j'ai oublié de le dire, mais bon, c'était assez clair. Si on a une suite d'opérateurs UN positive sur l'espace des fonctions continues périodiques de période de pi, telles que sur 1 cos x et sin x, UN de la fonction converge uniformément vers la fonction, alors UN de f converge pour tout f, là-dedans, et uniformément. Donc c'est ce qu'on va voir, et c'est intéressant de voir le théorème de Fégère sous ce regard de Korovkin. Parce qu'on peut le faire sans Korovkin, avec ce qu'on appelle le noyau de Fégère, et la convolution, mais sous le regard de Korovkin, c'est assez sympa. Parce que regardez, le théorème de Fégère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si f donc, est continu, attention, hein, c'est pas continu par morceau, là c'est vraiment continu de période de pi, fonction réelle, alors on a les sommes partielles de Fourier, hein, donc c'est somme de k égale moins n à n de ck exponentielle de ikx, avec ck le coefficient de Fourier qui est ici, eh bien, on pourrait se dire que ça donne un bon opérateur. C'est un opérateur réel, c'est un opérateur dans le sens c'est un endomorphisme, hein, ça commute avec l'addition, avec la multiplication par un scalaire, mais, et c'est réel, ça reste réel, parce que vous voyez par symétrie que ça c'est barre invariant, donc si f était une fonction réelle, ça c'est une fonction réelle, mais attention, c'est une fonction effectivement réelle, mais l'opérateur n'est pas positif. En revanche, ici, si on fait la moyenne de Sj de f pour j de 0 à n-1, donc je prends mes séries partielles, hein, mes sommes partielles de Fourier, et je regarde la moyenne pour j égale 0 à n-1, et je divise par n, alors c'est un calcul qui va nous prouver que c'est positif. Alors, regardez un petit peu le calcul. Bon, là, on a essayé de le faire. On a, quand on va faire ce calcul-là, on va récupérer le 1 sur n, le 2pi de ici, le intégral de moins pi à pi ici, le f de t de ici, le somme de j égale 0 à n-1 ici, et somme de k égale moins j à j de ici, parce que c'est pour Sj, il faut remplacer n par j, et on va récupérer exponentielle de moins ikt, exponentielle de ikx dt. Voilà ce que ça va donner, d'accord? Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que, alors, ce truc-là, qui est réel, parce que c'est barre invariant, c'est assez simple, ben, on veut que ce soit un réel positif.
Et quand on va regarder ça, alors je prends le 1 sur n aussi avec, il s'appelle le noyau de Fégère, donc regardez, c'est Kn égale 1 sur n, somme de j égale 0 à n moins 1, de somme de k égale moins j à j de exponentielle de IKU, où j'ai posé u égale x moins t, parce que là, je fais apparaître facilement x moins t. Bon, alors je reprends le calcul, c'est plus clair comme ça. Alors, les sommes partielles, ça va être Sn de x égale somme de k égale moins n à n de exponentielle de ik. Je vais supposer que x n'est pas proportionnel à 2pi. Et là, les sommes partielles, ici, je vais pouvoir reconnaître une série géométrique de raisons exponentielles de ix, et donc différente de 1. Et donc, je regarde le premier terme, d'accord. Le nombre de termes, ben ici, c'est 2n plus 1. Donc, j'ai cette formule. Maintenant, je rentre l'exponentielle ici. Et vous voyez que si on met en facteur l'arc moitié, ça va être exponentielle de ix sur 2. Là et ici, c'est le même arc moitié. Ce qui fait qu'on peut simplifier en haut et en bas. D'ailleurs, de toute façon, c'était normal. Hein. Sn de x est égal à quelque chose qui est barre invariant. Hein, on le voit tout de suite. Donc, c'est réel. Et c'était normal que ça s'élimine. Donc là, quand on va mettre en facteur exponentiel de ix sur 2, il va rester n plus 1 demi voilà, de x. Et bien sûr, c'est le sinus parce qu'il y a un moins là. Et puis là, il va rester sinus x sur 2. Voilà donc pour lui. Donc maintenant, ça, il est clair, c'est pour ça que j'ai fait ce calcul-là, il est clair que bon, ce n'est pas une fonction positive. Et tout l'enjeu est là. Maintenant, si on regarde Kn de x, ben on va voir que c'est positif. Donc vous faites la moyenne hein, des SJ de x, d'accord, et donc vous mettez un sur n en facteur. À cause de... Donc je vais reprendre plutôt cette formule-là, ce sera plus facile à sommer. Donc ici, je mets un facteur exponentiel de ix moins 1, et donc il va rester la somme de j égale n-1 de la exponentielle de j plus 1 ix moins exponentielle de moins i jx. Donc on va avoir une série géométrique ici et une autre série géométrique ici. Et les deux, je peux les voir comme des séries géométriques de raison exponentielle de ix, encore une fois. Et là aussi, si je pars de j égale n-1, donc ça va me faire ici, premier terme pour j égale 0, exponentielle de ix, nombre de termes, n, et divisé par exponentielle de x moins 1, donc ça. Et puis là, le premier terme, par contre, si on veut que ce soit de raison exponentielle de x, eh ben, je pars de n-1. Donc ici, j'ai ceci, exponentielle de nx-1 sur exponentielle de x-1. Donc voilà hein, ce que j'ai. Maintenant, il faut que je mette de l'ordre dans tout ça. Je mets en facteur, d'une part, exponentielle de ix-1, ce qui va me faire apparaître un carré au dénominateur, et exponentielle de nix-1, voilà que je vois ici. Et ce qui va rester, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins n-1 ix, ce que j'écris avec un exponentiel de x et ici, ceci. Voilà. Donc là maintenant, c'est pratiquement terminé. Là, je mets un facteur à l'arc moitié. Étant donné qu'il va être au carré, on va retrouver l'exponentielle de x, ça va se simplifier. Et là, quand je mets l'arc moitié, c'est en facteur, ça fait exponentielle de nix sur 2, qui va aussi se simplifier avec l'arc moitié de cette expression, qui fait exponentielle de moins nx sur 2. Voilà. Et puis donc, on va retrouver maintenant un carré aussi au numérateur. Et après simplification des termes 2i, hein, on va avoir 1 sur n, sinus carré n x sur 2 sur sinus carré x sur 2. Alors vous voyez, ben, ça y est,
là, on a gagné parce que c'était positif quand on a fait une moyenne. Donc, on a obtenu quelque chose de positif. Et c'est ça qui est important pour Korovkin. Maintenant, on peut se demander ce qui se passe quand x appartient à 2π z. Et bien, là, cette fois-ci, ça fait nx sur 2 sur x. Ben, on regarde en 0, étant donné que vu que c'est périodique. Voilà. Et ici, on va avoir nx sur 2 sur x sur 2. On peut simplifier x sur 2 carré, là, ici. Et puis, il va rester, qu'est-ce qui va rester? Il va rester n2 sur n, donc n. Voilà. Alors, on va le regarder. Donc, on le voit maintenant. Regardez ce qu'on appelle voilà, le noyau de Fégère, Kn pour n égale 2. Et cette courbe-là, donc elle atteint 2 ici, elle est positive. Elle atteint ici 0 en pi, vous voyez, la demi-période. Et pour n égale 4, vous voyez, elle est plus turbulente, mais elle est toujours positive. Et vous voyez bien, bon, alors elle a plusieurs propriétés pour n égale 6. Alors sa surface sur une période, ça va être toujours 1, c'est facile de le voir. Donc elle va s'écraser, mais par contre, à la limite, ici, ça va tendre vers l'infini. Mais tout en gardant la même intégrale sur une période, c'est-à-dire 1. Voilà. Et en fait, la formule finale, ça va faire 1 sur n sinus nu sur 2 sur sinus u sur 2, le tout carré. Et donc, c'est un opérateur positif. Voilà. On peut appliquer Korovkin. Appliquer Korovkin, ça revient à faire quoi? Ça revient à vérifier juste pour les séries de Fourier pour 1. Cosinus et sinus. 1. Ben oui, la série de Fourier pour 1, ben c'est 1. D'accord? Et la moyenne de 1, ben la moyenne de 1, c'est 1. Là, pour le cosinus et le sinus, on le fait en même temps avec l'exponentielle. Quelle est la série de Fourier de l'exponentielle de ix? Ben, la série de Fourier, c'est exponentielle de ix, c'est tout. Donc, S0, ben, ça va être encore 0, mais à partir de S1, ça va être exponentielle de ix. Et après, ce sera toujours exponentielle de ix. Donc, la moyenne va converger vers exponentielle de ix. Donc, ça marche pour cosinus et pour sinus. Voilà. Et donc, tout marche bien. Ce qui va faire qu'on a le théorème de Fégère qui dépend du théorème de Korovkin avec une idée que les sommes partielles n'étaient pas assez positives pour que ça marche et il a fallu moyenner les sommes partielles pour obtenir quelque chose de positif. Voilà.